troisième table ronde de l'après-midi. On va parler maintenant de finances de marché. Poser la question en fait si la blockchain allait totalement réinventer la chaîne de valeur des métiers de titre. Alors aussi bien la compensation, le règlement livraison, on en a déjà un petit peu parlé dans d'autres tables rondes, la souscription de fonds, les relations avec les actionnaires, etc. Des activités très intermédiaires. Alors pour en parler, nous avons la chance de réunir aujourd'hui Muriel Faure. Bonjour, vous êtes responsable innovation de l'AFG, l'Association française de gestion financière, les sociétés de gestion d'actifs et de portefeuille. Thibaut de Maintenant, bonjour, vous êtes directeur général de Liquidshare. On a un peu parlé de Liquidshare d'ailleurs dans quelques tables rondes ce matin. Jean-Robert Hervy, bonjour, vous êtes directeur général d'Isness. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et Bernard Simon, bonjour, vous êtes membre du comité exécutif de la Bourse du Luxembourg. Merci d'être venu du Luxembourg. Alors on va commencer avec vous, Muriel. Donc vous menez à l'AFG toute une réflexion en fait sur la transformation digitale des sociétés de gestion. Et vous vous êtes intéressé à la blockchain. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à vos métiers ? La blockchain peut apporter beaucoup au métier de la gestion d'actifs, des gérants de portefeuille. Nous avons identifié ça il y a plus de 3 ans dans le cadre de la rédaction et puis après la publication du guide de la transformation digitale des sociétés de gestion. On a identifié que cette technologie, qui est une technologie, si je m'exprime très simplement, de tuyauterie, de consortium, pouvait vraiment simplifier toute la chaîne de valeur des sociétés de gestion. Alors, j'allais vous dire à quel point c'est compliqué et à quel point c'est intermédiaire, le monde de la gestion d'actifs, mais j'ai écouté la table ronde précédente sur Trade Finance et je me suis rendu compte qu'il y avait pire que la gestion d'actifs. Donc, vous avez vu un aperçu pour ceux qui étaient là à la précédente table ronde. Vous avez vu à quel point tout ça peut être compliqué. Nous, dans notre métier gestion d'actifs, nous gérons les capitaux d'autres, d'institutionnels, de personnes privées. Comme vous savez, nous n'avons pas les capitaux sur nos comptes. Donc, ces capitaux sont sur les comptes des dépositaires, des teneurs de comptes. Nous gérons, donc nous passons des ordres. Et ces transactions passent par des brokers. Après, il y a toute une chaîne de traitement, surtout si les transactions sont à l'étranger. Donc, ces systèmes-là, quand on parle de transactions d'ordre de bourse, c'est environ 48 heures de traitement. Quand on parle d'ordre de souscription rachat de fonds, ça va être aussi 48 heures. Et dans les sociétés de gestion, dans les banques dépositaires, chez les brokers, il y a des personnes qui travaillent sur la réconciliation, s'assurer que les montants sont les bons, qu'on a bien toutes les informations. Donc c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Quand la blockchain est vraiment arrivée et était fiable, nous avons vu à l'AFG une très belle opportunité pour les sociétés de gestion, tant pour le cross-trade, et je laisserai les autres panélistes en discuter, et aussi pour toute la partie souscription, rachat des ordres. Et maintenant, ce qui est bien, c'est que 2 ans après qu'on ait publié cela, on voit qu'il y a des applications qui sont en production. Et le point aussi important à dire, la blockchain, c'est en consortium, puisque ça fait travailler des acteurs ensemble. Et on parle là de blockchain privée dans nos métiers. Et on travaille ensemble, c'est fiable, on gagne du temps. La dernière chose que je voulais préciser, dans notre métier, surtout quand on fait la gestion collective, on ne connaît pas nos clients. C'est-à-dire quand on a des registres qui nous sont donnés. Moi, j'ai dirigé une société de gestion pendant plus de 20 ans. Je discute, je sais qui me dit je vais acheter les parts de ton fonds. Quand je regarde le registre, je ne le vois pas. Je vois une banque et c'est peut-être le niveau N+2, N+3. Donc voilà, donc il y a un vrai sujet de connaître nos clients, surtout au XXIe siècle où on parle de l'expérience client. Quel type d'application on peut imaginer concrètement ? C'est l'aspect de traçabilité qui est important ? La traçabilité est important, la connaissance, les erreurs, éviter les erreurs, réduire les réconciliations, les clients, connaître les clients.
Ça, c'est quand même un très grand jeu. Il y a une autre chose. Alors, pour l'instant, en France, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, hein, je vais être modeste, il n'y a pas de POC là-dessus. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important dans le fonctionnement d'une société de gestion. Une société de gestion va investir dans les actions, donc va acheter des actions, donc des parts de capital de société. Donc, elle va jouer son rôle d'actionnaire. Donc, elle va voter aux assemblées. Eh bien, 15% des votes ne sont pas pris en compte. De l'autre côté, les émetteurs ne savent pas vraiment qui sont leurs actionnaires. Il y a eu, vous avez vu ça en début d'année, il y a eu des résolutions qui n'ont pas été bien comptabilisées. Donc il y a un vrai sujet là aussi de traçabilité des votes qui est aussi important pour les émetteurs que pour les sociétés de gestion. Swift mène d'ailleurs un POC sur le vote exactement. aux AG, notamment le vote par procuration. Exactement. Pour l'instant, c'est à Singapour et il faut que ça vienne en Europe, en France évidemment, mais en Europe. Alors on parlait du point de vue de l'actionnaire. Si on se place du point de vue de la société cotée en bourse, là aussi se posent des questions de transparence, mais aussi de coûts et de simplification. Alors LiquidShare apporte des réponses à certaines de ces questions. Thibaut de Maintenon, expliquez-nous qu'est-ce que c'est LiquidShare. Alors LiquidShare, c'est un consortium, comme disait Muriel, voilà, on est dans une industrie en fait qui se tourne de plus en plus vers la coopération. Donc c'est intéressant de voir que voilà, les technologies libres ou cet esprit qui fait que voilà, on se met à plusieurs pour bâtir une solution est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus dans le monde financier. Et je pense qu'ici en Europe, avec les grandes entreprises qu'on a, qui ont une spécialité notamment dans ce domaine, on a bâti, pendant 2 ans, travaillé sur un consortium de places qui s'appelle LiquidShare, avec effectivement 7 des plus grands établissements français, que ce soit dans l'infrastructure de marché comme Euronext ou Euroclear, mais aussi les grandes banques comme BNP, Société Générale, Crédit Agricole et ainsi de suite. Et donc on a, ces intervenants ont créé une structure dédiée pour adresser les questions sur les PME. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est les mêmes types de questions. Donc une PME qui est aujourd'hui non cotée, quand il y a des nouveaux actionnaires, tout se fait par papier et bon, ça finit par se faire. C'est un petit peu, ça prend un peu de temps. Et le jour où elle devient cotée, le paradoxe est là que du coup, elle aura beaucoup plus d'actionnaires, mais elle ne sait pas qui sont ses actionnaires. Et donc, on a ce paradoxe au XXIe siècle que malgré toute la digitalisation et le fait qu'on ait dématérialisé les titres depuis bien longtemps, il y a toujours cette question d'intermédiation qui est très importante et qui fait qu'on perd le lien entre le trading et la position. Et du coup, aujourd'hui, la PME, quand elle rentre au niveau du stock exchange, elle perd son lien avec les actionnaires et les mécanismes en place sont trop onéreux pour lui permettre de remonter la source et payer les différents intermédiaires et enfin connaître son actionnariat. Donc ça, c'est le premier point qu'on adresse, c'est cette notion de transparence et c'est un vieux problème qu'on arrive maintenant à adresser grâce à la blockchain, pas uniquement, mais aussi le fait que voilà, le financement dans la blockchain aussi permet de régler des problèmes qui existent depuis longtemps. La deuxième chose, c'est au niveau intermédiation. Voilà, quand on achète au niveau de la bourse, au minimum, on a un broker, on a un custodian du côté acheteur et de la même chose du côté vendeur, on a au moins ces 2 intermédiaires. Et on a des infrastructures centrales, une chambre de compensation et un dépositaire. Donc en fait, on a déjà 7 registres qui se mettent à jour pour quelques exécutions par jour. Et finalement, le registre qui est le plus important, qui est le registre des actionnaires, lui n'est pas mis à jour. Donc on voit bien que c'est une histoire de registre, pour ces valeurs-là, il y en a sans doute trop. Et le registre le plus important, lui, est mis de côté. Un petit peu comme si l'économie, j'allais dire réelle ou de proximité avec les PME, n'était pas connectée avec le monde de la finance. Donc il y a aussi presque un côté symbolique. Et donc voilà, la blockchain ici est très bien adaptée pour avoir des registres partagés, distribués, et qui permettent effectivement d'avoir cette information. Alors vous n'êtes pas vraiment un registre, vous êtes plutôt une infrastructure de marché. Décrivez-nous le processus. Dans le monde du listé, effectivement, il y a 2 aspects. Il y a un aspect donc, côté investisseur, et là on tombe sur des régulations qui sont très lourdes, de type MiFID ou CSDR. Et donc, on n'est pas simplement registre, on a besoin d'être un dépositaire central. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour obtenir ce statut spécialisé. Et donc, on aura une couche réglementaire, couche classique, dépositaire central,
Mais au niveau technologique, on a déjà préparé avec une couche de blockchain, tout en respectant la réglementation. Vous avez cité un certain nombre d'actionnaires, BNP, Crédit Agricole, KCIS, Société Générale, Caisse des dépôts, Euronext aussi. Tout à fait. Quelques étrangers, Euroclear, le courtier néerlandais, AFS. Oui, tout à fait. Vous en êtes à quel stade? Passage en production, c'est live? Alors, au niveau du passage en production, là, on a fait une version que j'appellerais 0.5, donc la plateforme, le début de la plateforme qui a été développée, qui n'a pas encore tout ce qui va bien, notamment il manque les corporate actions, des choses comme ça, et donc qui a été testé en réel avec voilà, Euronext, avec le lien, avec les brokers, avec des asset managers et avec des custodians. Et quelques PME du coup? Et disons les représentants des PME avec leurs agents. Et du coup, voilà, ça, ce test a été très, très bien perçu, ce qui nous permet maintenant de passer dans la phase marché, où là, on a tous les acteurs à onboarder, et avec l'idée d'être effectivement en production fin d'année. Ça s'adresse quand même à une catégorie de PME, c'est vraiment celle dont les titres sont très peu liquides. On s'adresse effectivement, on a identifié 500 PME listées aujourd'hui. Donc c'est quand même un univers assez large. Bourse de Paris, les 500 ou... Bourse de Paris, Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles et un peu aussi d'Interbolsa. Donc l'idée c'est aussi de réduire les coûts d'accès au marché de capitaux. Est-ce qu'on peut imaginer que cette infrastructure elle puisse servir à autre chose que les titres des PME cotés? Donc l'idée est la suivante, c'est qu'effectivement aujourd'hui, entre donc un monde papier manuel qu'on a décrit et un monde extrêmement intermédiaire avec une infrastructure très lourde, très adaptée pour des volumes énormes, il y a la place pour effectivement une infrastructure beaucoup plus légère qui permette à la fois d'onboarder de la PME listée sans trop de volume, mais aussi de la PME non listée pour faciliter l'échange et le règlement livraison. Alors, réduire les coûts, augmenter la transparence et aussi les objectifs business, plateforme plutôt pour les gérants d'actifs. Alors, Jean-Robert Hervy, qui a été à l'initiative de cette plateforme? Vous-même, vous venez de Ophi Asset Management. Alors, effectivement, comme expliquait Muriel, la blockchain, ça amène ce phénomène de faire les choses ensemble. Et Isness, c'est avant tout la collaboration, alors pas vraiment la collaboration, on appelle ça la coopétition de plusieurs sociétés de gestion qui sont en concurrence par ailleurs sur leur métier cœur, mais qui, pour servir de façon commune leurs clients, se disent qu'il faut mieux qu'on se mette ensemble et qu'on trouve des solutions pour servir au niveau logistique, on va dire, au mieux nos clients. Donc aujourd'hui, en termes d'actionnaires, nous avons aussi société de gestion au capital et c'est aussi une des forces d'Isness. C'est aujourd'hui au-delà de la blockchain qui est innovant en termes de technologie, c'est la seule société que vous allez trouver sur le marché où au capital vous avez des sociétés de gestion en compétition. On peut en citer quelques-unes. Alors je peux les citer toutes, sinon si j'en oublie une, ils ne vont pas être contents. Donc effectivement, il y a Ophi Asset Management qui, dès le départ, a pris le lead sur le sujet et qui a été rejoint dès le départ et très rapidement, à la fois par Groupama Asset Management, la Banque Postale Asset Management, Lixor Asset Management, Arkea Investment Solutions, la financière de l'Échiquier également. Vous en êtes à quel stade? La société a été créée? Alors, la société est créée, le logiciel est développé, nous sommes en production. Donc on n'est plus au stade de POC, on n'est plus au stade de test en termes de transactions. Aujourd'hui sur la plateforme, on a plus d'1 milliard d'euros directement enregistrés au registre. Donc on n'est plus, voilà, on est vraiment, on est dans la finance réelle et on est opérationnel et utilisé par nos clients. Alors concrètement, un gérant d'actifs, il trouve quoi sur Isness? Alors concrètement, le gérant d'actifs, ce qu'il va trouver, c'est la possibilité d'offrir à ses clients de souscrire directement au registre du part de fonds. Et donc de ne pas être dans son process intermédié par d'autres acteurs. Sur la plateforme, l'investisseur se connecte, il va remplir un dossier de KYC, il va le partager avec les sociétés de gestion avec lesquelles il souhaite travailler. La société de gestion va recevoir automatiquement donc, un dossier de KYC et MIF2 compliance pour pouvoir faire l'allocation produit-risque. Il va lui allouer en ligne ses produits de façon personnalisée et ensuite l'investisseur peut directement saisir au registre du fonds. Donc on est, en fait, quand on a fait Isness, on est vraiment reparti d'une feuille blanche et avec les asset managers, on s'est dit, voilà, dans un monde idéal, comment est-ce que ça devrait fonctionner?
Et donc on a utilisé la blockchain à la fois pour sécuriser au niveau informatique les échanges, apporter cette confiance et également garantir tout l'aspect réglementaire. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on l'a fait aussi dès le départ avec les autorités et on s'est vraiment inscrit dans un cadre réglementaire et sécurisé du point de vue juridique. Donc même du point de vue juridique pour les investisseurs comme pour les sociétés de gestion, on est sur un système non intermédiaire sans contrepartie financière et donc plus sûr pour les deux parties. Est-ce que vous avez hésité avec une autre technologie? Pourquoi avoir choisi précisément la blockchain? Alors, oui, alors on s'est posé la question parce qu'effectivement, au début, il y a un effet buzz blockchain en disant bah voilà, ça peut tout faire, et à un moment, la blockchain, ça ne marche pas pour tout. Alors pourquoi on a choisi la blockchain? Pour deux raisons. La blockchain nous permet d'avoir un niveau de sécurité informatique de très haut niveau avec beaucoup moins de moyens que sur un serveur central. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, on a, grâce à la loi Sapin 2 avec le décret blockchain, c'est que le fait d'avoir des titres désormais, des parts d'OPC inscrites en blockchain, donne un droit juridique supplémentaire, ce qui permet de faire notamment du nominatif pur, c'est-à-dire l'émetteur à la reconnaissance des titres, mais la blockchain apporte également la propriété par son compte blockchain à ce registre. Et il n'y a que réglementairement par ce biais-là qu'on peut le faire. Donc ça, c'est le deuxième aspect de l'intérêt de la blockchain. Et le troisième, effectivement, c'est le niveau de confiance. C'est-à-dire que l'acteur qui veut vraiment être autonome peut, dans notre technologie, s'il le souhaite, on n'a pas rencontré le cas aujourd'hui, mais peut-être dans l'avenir, héberger lui-même un nœud et donc avoir encore ce niveau de sécurité supplémentaire pour lui. Alors vous utilisez la technologie de la fintech britannique Settle, qui est aussi un des actionnaires, qui a rencontré quelques difficultés récemment. Settle est toujours actionnaire d'Isness. On en est où? On peut faire un point Settle? Alors, on peut faire un point Settle. Alors, justement pour revenir, parce qu'effectivement, il y a eu différentes presses sur le sujet. En fait, ce que fait Settle, c'est que Settle s'est mis volontairement sous administration de droit anglais, qui n'a rien à voir avec l'administration de droit français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Settle opère au niveau de son capital et de son management des opérations, et que l'administration sous droit anglais permet au management de Settle, qui est également actionnaire, de ne pas être responsable in fine pénalement. Donc ça, c'est une spécificité de droit anglais. Et donc le fait de nommer un administrateur leur permet de faire les opérations de façon neutre et de pouvoir réagencer le capital sans souci dessus. Donc nous, cette opération ne change rien, c'est-à-dire que les équipes de Settle sont toujours opérationnelles, on continue à développer la plateforme avec eux. Une fois que Settle aura pris ses décisions, en termes de gouvernance, les autres actionnaires d'Isness verront avec Settle comment on opère, mais en tout cas aujourd'hui, il n'est pas du tout à l'ordre du jour de changer la technologie blockchain de Settle, qui reste à notre sens la plus adaptée à notre besoin. D'accord, merci. Alors il existe un autre projet de place, mais de la place de Luxembourg, un peu concurrent d'Isness. C'est la plateforme Fundsquare, portée par FundsDLT au sein de la Bourse de Luxembourg. Alors, il y a d'ailleurs plusieurs grands acteurs français qui participent. Bernard Simon, expliquez-nous comment est né ce projet et puis évidemment comment il se différencie d'Isness. Alors, première chose, ce qu'il faut comprendre, on parle des marchés financiers, donc on est une bourse et on s'est posé beaucoup de questions sur l'impact de la blockchain sur les bourses. Parce qu'on parle beaucoup en fait, d'enlever des intermédiaires et en fait on se dit en tant que bourse on est d'une certaine manière aussi un intermédiaire. Donc est-ce qu'on va être disrupté dans ce sens ou pas? Et de manière générale, donc on a une filiale Fundsquare qui s'occupe donc pour les fonds d'investissement donc de collecter de l'information sur les fonds, de la redistribuer aux distributeurs et aux data vendors, de faire tous les enregistrements réglementaires auprès des régulateurs, d'enregistrer les fonds dans le monde entier. Et on a une plateforme aussi d'order routing qui était un peu, je dirais, à l'initiative aussi de ceci, où on avait toute une série de demandes déjà de l'industrie, de rajouter en fait aussi la partie cash settlement, donc d'être capable en fait de traiter un ordre de souscription-rachat et de le traiter jusqu'au bout avec réconciliation de cash et de simplifier les choses. Si on revient un peu à l'industrie financière des fonds d'investissement, le problème qu'on a, on a énormément de fonds d'investissement avec beaucoup de sociétés de gestion, ce qui est une très bonne chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment un marché très concurrentiel à ce niveau-là, mais une complexité de la distribution. On peut un peu, je dirais, le comparer par rapport à la grande distribution où on a beaucoup de produits et il faut des grands distributeurs qui les distribuent un peu partout. Le problème, c'est la logistique. Donc ici, en fait, au niveau de la finance, on a une logistique qui date. Donc quand on regarde tous les problèmes de settlement qu'on a, ce sont des problèmes qui ont été pour limiter finalement les opérations de bouger des titres, parce qu'on était sur des titres physiques. Les titres ont été dématérialisés, n'empêche, on est toujours sur des infrastructures qui étaient faites pour ça. C'est pour ça qu'en fait, vous n'êtes jamais jusque dans le registre final
c'est des fonds de pension qui veulent aller dans le registre final parce qu'ils ont tellement de gros assets qu'ils ne veulent pas prendre le risque à travers une banque qui a un condomini. Mais vous êtes toujours dans des systèmes qui ont fonctionné sur ce principe de limiter les mouvements qui sont nécessaires. Maintenant, on arrive dans une autre phase qui est que l'informatique, le blockchain, mais la performance générale des ordinateurs permet maintenant de traiter ces volumes d'informations sans trop de problèmes. Et donc de pouvoir de nouveau revenir directement dans le registre. Et donc ça va changer complètement la donne. Ah ben, c'est une analyse qu'on a fait avec un groupe de travail d'une trentaine d'asset managers, parmi les plus gros qui existent. Et on a fait sa discussion, on a fait des groupes de travail pour discuter sur le sujet. Et finalement, on est très vite arrivé donc, à FundsDLT, donc à une plateforme qu'on a initiée sur un proof of concept d'abord pour montrer que c'était possible. Donc on a fait des vraies transactions sous contrôle pour démontrer que la technologie peut le faire, qu'on peut bouger du cash aussi de la même manière à travers un blockchain pour opérer cette opération. Et donc du coup de montrer que finalement les sociétés de gestion peuvent reprendre le registre avec l'ensemble des actionnaires. Et donc n'importe qui peut acheter directement dans le registre de la société de gestion. Ce qui est aujourd'hui très compliqué parce qu'il y a tellement de registres, il y a le problème du KYC qu'il faut partager. Donc c'est quelque chose qui est possible. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est simple parce qu'on est dans un écosystème de réglementation très strict. On est dans un écosystème où le KYC, la AML, l'identité numérique est un problème aussi. Et l'autre problème qu'on a aussi, c'est la data. C'est-à-dire que si on veut vendre autant de fonds d'investissement, on a vu ça avec PRIPS, le Key Information Document, qu'il faut donner de plus en plus d'informations aux investisseurs pour qu'en fait, ils puissent acheter les bons fonds. Donc toute cette information d'arriver aussi auprès du distributeur et de l'investisseur final. Donc en fait, quand on veut avoir une plateforme, il faut avoir tous ces sujets qui sont traités ensemble. Et c'est ce qu'on veut faire avec FundsDLT. Et ce qu'on a prouvé qu'on peut faire, c'est-à-dire que vous trouverez toute l'information sur les fonds nécessaires pour distribuer des fonds. Vous trouverez aussi le mouvement des cash grâce à PSD2, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'être une banque pour faire toutes les opérations, parce que grâce à PSD2, à travers des API, on peut se connecter pratiquement à n'importe quelle banque et donc utiliser le service bancaire donc, de paiement directement, et donc les sociétés de gestion peuvent en profiter directement pour pouvoir vendre en direct à ce moment-là à des clients retail. Après, par contre, vous avez une problématique, quand vous allez vers le retail, c'est que ça fait beaucoup de personnes, il faut faire cette relation avec le retail, il faut faire le KYC, donc ça fait un volume énorme. Donc on avait travaillé au sein de la bourse aussi sur un projet KYC pendant 2 ans et demi, qu'on a finalement transféré à une autre société qui est iHub, qui est une filiale de la Poste au Luxembourg, et qui vient de se lancer et qui a déjà onboardé 200 000 clients sur leur plateforme, et en fait qui est en train de digitaliser complètement l'expérience d'onboarding client pour les banques, mais aussi les fonds d'investissement, et donc avec lesquels on va se connecter. Bien sûr qu'on n'aura pas une seule connexion KYC avec cette entité, on sera ouvert par des API aussi à plein d'autres opérations de type KYC, on en voit qui émergent aussi en France, parce que c'est un sujet qui est très complexe, et il faut absolument créer des plateformes, et il y aura certainement de multiples plateformes. Avec ce principe donc, de FundsDLT, en utilisant la blockchain, on peut distribuer le registre, plus de réconciliation nécessaire d'être faite, chacun a accès en temps réel dans le registre, ce qui est nécessaire, et donc on limite énormément le nombre de réconciliation. On a parlé tout à l'heure de T+2, T+3 dans les opérations. Là, on peut aller à quelques secondes au niveau de l'opération. C'est-à-dire que sur votre téléphone, vous pouvez cliquer et quelques secondes après, vous avez la confirmation que le fonds a été acheté et que vous êtes propriétaire du fonds. Et vous êtes propriétaire jusqu'au bout dans le registre. C'est-à-dire que s'il y a des possibilités de vote, vous pouvez voter. Et vous avez de l'information de retour aussi de l'asset manager. Et donc, du coup, on renoue nouveau, en fait, l'asset manager avec ses clients, parce qu'il doit comprendre qu'est-ce que le client est en train d'acheter, comment le marché est en train de changer et comment les clients réagissent vis-à-vis de ça et c'est quoi les nouveaux produits que je dois mettre sur le marché. Muriel, je voulais réagir, c'est séduisant comme solution? Sur KYC, je voudrais préciser quelque chose pour qu'on soit bien sûr de quoi on parle. Pour une société de gestion, ce qu'elle doit faire dans sa connaissance client, il y a 2 parties. Il y a la partie connaissance client, donc connaissance patrimoniale, et après, dans MIF 2, c'est l'adéquation, donc voir si le produit qu'on veut lui proposer correspond bien à son profil de risque et autres. Quand on parle de KYC, dans tous ces cas-là, on parle de la première partie, la connaissance client. Et là, c'est vrai que les plateformes comme FundsDLT et puis Isness permettent de mutualiser la partie KYC, connaissance client. Après, la partie adéquation, là, elle est entre guillemets plus propriétaire, puisque ça dépend vraiment au type de gestion qu'a la société de gestion, au type de produit. Mais cette partie mutualisation du KYC sur la partie connaissance client est déjà très importante et très utile, surtout quand vous traitez avec des clients professionnels. Les institutionnels, ils en ont vraiment ras-le-bol
de chaque fois renvoyer le KYC à X producteurs. Donc là, vous avez un endroit où ça va être stocké une fois pour toutes. Bernard Simon, peut-être juste nous faire un point. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Vous êtes au-delà du POC. Est-ce que FundsDLT, c'est une société ou c'est une plateforme? C'est détenu par qui? Alors aujourd'hui, en fait, le FundsDLT a été incubé par la Bourse de Luxembourg. Donc la Bourse de Luxembourg a financé le développement jusque-là. Mais en fait, le blockchain, comme on a discuté, en fait, c'est une notion de consortium. Donc il est très important d'avoir des asset managers à table de capitalisation, d'aussi avoir des distributeurs ou des plateformes donc, au capital. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans le round final de financement. Donc on va bientôt clôturer l'opération. Donc je ne peux aujourd'hui pas discloser encore qui seront les actionnaires, etc. Mais c'est quel montant? Vous cherchez à lever combien? Il faut combien pour créer une plateforme comme ça? En fait, c'est des coûts qui sont importants. Donc je ne vais pas donner de chiffres exacts, mais en fait, vous démarrez au-delà des 10 millions d'euros. Hein, donc c'est des coûts d'investissement très importants et ça ne suffira pas pour maintenir la plateforme à flot à terme, puisque vous allez très vite, parce que vous allez réduire les coûts, donc vous allez très vite devoir aller vers de l'échelle, et on le voit, l'échelle va très vite au niveau des assets, puisque si vous prenez un certain nombre de fonds, les assets sont très élevés, vous avez des fonds avec des assets très élevés, mais vous avez des fonds aussi où il y a beaucoup de transactions. Donc il faut un certain capital pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on est dans la phase finale à ce niveau-là, donc on est passé tous les due deals, et notre objectif, en fait, c'est de lancer l'opération donc au mois de juin, et donc d'ici fin d'année, en fait, avoir une plateforme qui est live pour la production. On fera encore des tests en parallèle, puisqu'on tournera en parallèle d'abord avec des fonds existants et on traitera les fonds en parallèle d'abord, puisqu'on a une plateforme aujourd'hui qui permet aussi de traiter du SWIFT, donc ça n'est pas un problème. Et après, on ira en production. Et puis il y a aussi l'autre aspect qui est très important, qui est l'aspect réglementaire, donc d'avoir tous les statuts nécessaires. Donc au Luxembourg, il faut passer la CSF avec un certain nombre de statuts pour avoir les licences nécessaires pour pouvoir opérer pour le domaine financier. Si je me souviens bien, c'est une technologie Quorum Ethereum, c'est ça? Tout à fait. Alors, on a choisi cette technologie Quorum. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle se base sur Ethereum. Donc, Ethereum est une blockchain très utilisée, donc très fiable déjà. Le problème d'Ethereum, c'est qu'en fait, il n'y a pas de privacy. C'est-à-dire que quand vous êtes participant avec votre nœud dans la blockchain, vous pouvez voir l'ensemble des transactions de l'ensemble des partenaires. Et donc, ce qui pose problème, si un asset manager peut en temps réel visualiser ce que la concurrence est en train de faire, potentiellement avec quel compte client, etc. Donc ça pose problème. Et en fait, ce que Quorum a fait, ils ont fait une surcouche au-dessus d'Ethereum qui permet de créer la privacy. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que ceux qui participent à la transaction qui voient l'information, les autres n'ont même pas l'information. Donc ce qui permet de garantir cette privacy. Cette question de la transparence à double tranchant, c'est un sujet, non, sur tous ces métiers de marché? Tout le monde ne veut pas forcément la transparence absolue? Ceux qui ne le veulent pas, sûrement, ça peut être des intermédiaires. D'où le fait effectivement de savoir l'intermédiaire, pourquoi il est là. Ça remet effectivement la question se repose de j'ai des intermédiaires, qu'est-ce qui est leur plus-value? Est-ce qu'ils ont une vraie plus-value ou est-ce qu'ils ont une position de marché qui leur permet de faire certaines choses? Donc aujourd'hui on est dans un monde où on veut de plus en plus de transparence, mais aussi bien du côté asset manager sur ses clients que clients vis-à-vis des produits, vis-à-vis des asset managers. Donc aujourd'hui ceux qui ne veulent pas la transparence, c'est sûr que des solutions de ce type-là ne sont pas les solutions qui peuvent correspondre à leurs besoins. Vous avez quoi, une vingtaine de sociétés de gestion qui sont Alors aujourd'hui, alors nous on travaille aussi, on a donc les fondateurs que je vous citer, mais on a monté en fait une communauté de sociétés de gestion et l'ensemble fait à peu près une trentaine de sociétés de gestion. On a en production, on a monté les fondateurs et nous sommes en cours d'intégration aussi de sociétés de gestion qui ne sont pas actionnaires, qui nous contactent maintenant pour onboarder sur la plateforme. Qu'est-ce qui prend du temps justement Alors, ce qui prend du temps, il y a deux choses. Il y a la première chose, c'est il y a de la pédagogie à faire, expliquer, parce qu'on est vraiment nous sur un nouveau modèle. Donc, il faut expliquer à la compliance, il faut expliquer au juridique, il faut expliquer à l'IT, il faut expliquer au service client, il faut expliquer aux opérations. Donc, parce que c'est des projets très transverses et qui touchent toute l'entreprise. Et une fois que cette pédagogie est faite, en fonction du niveau d'automatisation que l'on souhaite, il y a potentiellement des branchements informatiques à faire. Et là aussi, en termes de techno, c'est au-delà effectivement de la blockchain. On essaie d'avoir une plateforme, de tirer le nouveau de nouvelles technologies. Donc on propose des connexions en API, des connexions en RabbitMQ. On fait aussi du message Swift si nécessaire. Et on essaye aussi c'est aussi des fois
le moment où certaines sociétés de gestion en profitent par exemple pour passer sur de l'API. Donc ils mutualisent aussi là-dessus pour bénéficier vraiment des nouvelles technologies en général. Thibaut, je voyais que vous vouliez réagir sur la question de la transparence. Oui, sur la question de la transparence, plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on a la directive sur le droit des actionnaires qui arrive. Donc là, effectivement, il y a quand même un droit qui était entre guillemets bafoué, où les entreprises n'avaient pas accès à leurs actionnaires. Ça, c'est la première chose. Donc on rétablit quelque chose qui aurait déjà dû être. Et la deuxième chose, c'est de se poser la question, pourquoi les gens n'aiment pas la transparence, ou qui sont ces acteurs qui n'aiment pas la transparence, et de regarder quels sont leurs motifs. Est-ce que leurs motifs sont vraiment avouables, et est-ce que c'est ce type de finance qu'on veut effectivement perpétuer. Et là, je pense qu'il y a une position assez claire, justement, grâce à cette technologie, en supprimant des niveaux d'intermédiation, d'arriver au maximum de transparence. Il est évident que parfois on se heurte à des notions de secret bancaire, des choses comme ça, et donc peut-être qu'on s'arrêtera à la banque suisse ou quelque chose, mais en tout cas on remontera le plus haut possible. Vous avez tous beaucoup parlé de supprimer des intermédiaires, mais alors qui est perdant dans cette affaire? Il y a forcément des perdants, la simplification, la réduction des coûts. Donc nous, dans la catégorie perdant, donc... Vous pouvez employer un autre terme, hein, c'est ma question. Dans la catégorie des perdants, si vous regardez aujourd'hui comment un broker fonctionne, effectivement, son cœur de métier, c'est de faire de la négociation et d'être capable d'obtenir le meilleur prix sur la bourse. En revanche, il a aussi tout un back-office qui l'embête beaucoup, dans lequel il doit faire toutes ces histoires de règlement livraison, tout ce qu'il n'aime pas. Et aujourd'hui, il a réduit les coûts au niveau négociation, au niveau le plus fin. En revanche, les niveaux de back-office sont toujours élevés et c'est ça qui lui coûte le plus cher. Et donc, le perdant, c'est le back-office. Puisque au niveau du broker, le règlement en livraison, il aura instantanément une information qui lui dira c'est réglé, livré, sans avoir à faire aucune information. Donc le back-office des filiales Securities Services des différentes grandes banques, c'est ça? Qui sont les actionnaires de chez nous. Mais là aussi, je pense que c'est justement tout à l'honneur des actionnaires d'être à la fois... vous avez deux façons de jouer le jeu. Soit vous attendez de vous faire gentiment grignoter les pieds, soit vous décidez d'être acteur vous-même et d'être justement dans le driving seat. Et je pense que c'est assez intéressant de voir que ici, on a parmi les actionnaires les plus grands custodians européens, juste derrière les Américains, en fait, au niveau mondial. Donc on a une concentration de connaissances qui est vraiment importante et qui nous permet de jouer un rôle où il y a très peu de consortiums qui ont été créés de cette façon-là. Et avec cette idée de se dire que dans le monde du post-trade, s'il y a des acteurs qui doivent être importants dans la blockchain, c'est bien avec des grands acteurs de type européen, voire mondiaux, comme on a en France. Donc il y a un enjeu de souveraineté. Je ne dirais pas de souveraineté, je dirais un enjeu de compétition et de continuer à être dans le lead au niveau du post-trade. D'ailleurs, Liquidshare a été cité par le ministre lundi, Bruno Le Maire, comme un des exemples d'initiatives de place prometteuses. C'est les mêmes intermédiaires qui sont un peu perdants sur vos plateformes? Oui, tout à fait. En fait, quand on regarde là où en fait, il y a le plus de travail, c'est typiquement au niveau des back-office. Donc tout ce qui est réconciliation, suivi des opérations, chercher les erreurs, il y a aussi beaucoup de coûts liés à ça en fait. Je pense que l'élément, ce qu'il faut voir, en fait, on est dans une transformation. Et cette transformation est beaucoup plus importante et globale qu'on le pense, puisque là, en fait, on est en train de discuter sur une optimisation de la chaîne de distribution. C'est un petit sujet. Je pense que le sujet principal, il concerne tout le monde. C'est que tout le monde a droit et doit avoir accès à l'investissement. Et ceci a des coûts qui sont beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible d'aller plus bas avec les coûts, puisqu'il y a toutes ces structures de coûts qui sont derrière. Mais chaque coût que vous avez quand vous investissez, finalement, c'est de la performance en moins. C'est de l'argent qui est donné au moins à l'économie aussi d'une certaine manière. Donc ce qui est très important, c'est qu'on puisse ramener cet investissement directement chez chacun, que chacun puisse, quand il en a besoin, investir, faire de l'épargne, le placer correctement et le donner correctement à l'économie, et qu'on ne récupère pas, je dirais, trop de frais sur ce sujet-là, parce qu'ils partent en fait sur des chaînes qui sont très compliquées et qui ne sont pas accessibles. Et de l'autre côté, qu'on connaisse aussi mieux les clients pour pouvoir faire les produits dont les clients ont besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que, on le voit sur les fonds d'investissement, qui font beaucoup de fonds
pour voir en fait qu'est-ce qui va intéresser le marché, parce qu'ils n'ont pas cet accès typiquement à leur clientèle, alors que si j'ai accès à la clientèle, je peux comprendre le comportement des clients et les analyser. Je peux faire des produits qui sont plus simples, parce qu'ils sont directement adressés aux clients, le profil risque, le profil d'investissement, le projet que le client veut avoir, je peux m'y adresser directement. Donc ça va énormément simplifier. Il faut qu'on devienne plus simple. Aujourd'hui, vous le voyez déjà avec l'e-banking. À l'époque, les virements étaient très compliqués. Aujourd'hui, vous le faites en tour d'une main, simplement sur un téléphone. Demain, l'investissement sera pareil. Vous déciderez que vous avez un peu plus d'argent que d'habitude. Vous pouvez investir, désinvestir très rapidement, facilement. Pas que seulement en bourse, où on avait déjà cette habitude avec les e-brokers, mais aussi en fait au niveau des fonds d'investissement. Donc c'est vraiment une transformation dans ce côté-là. Il faut surtout voir ce côté. Et là aussi, des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui est sur l'analyse des données, sur le big data, à ce moment-là, qu'on peut effectivement faire parce qu'on a accès à l'information, sur le fait de pouvoir voter, donc de prendre les bonnes décisions pour les entreprises, qui est un élément très important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux, Muriel, pour tous ces métiers? Est-ce que autour de la conservation, je pense des solutions qui se dessinent? Vous parliez de postes qui seraient supprimés, mais voyez, on a parlé de réconciliation. Ce sont quand même des choses à faible valeur ajoutée. Là, en fait, ce qu'on va voir, c'est aller vers des choses plus intéressantes, à plus forte valeur ajoutée. C'est le client. Mieux comprendre, Eric le disait avec les big data, un petit peu le comportement des clients avec les données qu'on va avoir sur les mouvements de souscription-rachat. On va pouvoir mettre en place une vraie gestion de liquidité, de risque de liquidité du passif. On n'est pas capable vraiment de le faire. Donc, c'est des nouveaux métiers où c'est les mêmes personnes qui vont enfin pouvoir faire ce qu'elles trouvent plus intéressante dans leur métier. Le consommateur, l'investisseur va être remis au centre de tout cela. Les délais de traitement vont être plus rapides, les coûts vont baisser, donc ça va être répercuté en partie aussi à l'investisseur. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je ne voudrais pas qu'on pense, et souvent je l'entends en croyance, que après-demain tout va être blockchain et tout le monde va passer par le blockchain et il n'y aura qu'une seule blockchain. Non. Certains le disent, que toutes les Oui, infrastructures de marché vont basculer sur la blockchain. C'est pour ça que je parlais de croyance, parce que déjà, il y aura plusieurs blockchains, de la même façon qu'il y a plein de business models de sociétés de gestion, et bien il va y avoir plusieurs blockchains qui vont s'adapter, qui vont correspondre à des business models différents. Il va y avoir un enjeu d'interopérabilité de ces blockchains. On l'a entendu à la table ronde précédente, et c'est aussi vrai dans ce domaine-là. Et tout ne va pas passer par la blockchain parce que, pour des problématiques, la blockchain ne sera pas forcément le meilleur moyen de résoudre le problème. Voilà. Est-ce qu'on a peut-être le temps de prendre une petite question dans la salle? Monsieur, on va vous apporter un micro. Merci. Si je comprends bien, avec la blockchain, trade is settlement. Comment vous faites pour traiter les volumes du trading haute fréquence? Alors, première chose, on est sur les fonds d'investissement. Donc le fonds d'investissement, c'est un placement long terme. Et les fonds n'aiment pas du tout les gens qui rentrent, qui sortent à la seconde. Ça peut se faire sur les ETF, donc ils sont faits pour ça. Mais c'est une bonne question. C'est que la technologie blockchain, pour l'illustrer un tout petit peu, c'est comme un train avec des wagons. Et en fait, chaque wagon, de cette manière, c'est le bloc dans lequel on peut mettre un certain nombre de transactions. Et chacun va mettre des transactions dans ce wagon. Mais quand le wagon est plein, il faut attendre que le prochain arrive. Donc en fait, on est sur un système distribué, mais qui a en fait, d'une certaine manière, une séquence de création et donc qui limite la performance. Quand on regarde en fait au niveau des fonds d'investissement, le nombre de transactions aujourd'hui, elles sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'elles sont tous regroupées quand elles arrivent dans le registre. Donc il n'y a pas beaucoup de volume. Quand on va au niveau d'une bourse, quand on regarde la vitesse à laquelle haute fréquence on traite, c'est impossible d'amener ça dans une blockchain. Donc il restera toujours la différence entre le trading, qui sera de plus en plus rapide, et la partie settlement. Par contre, on peut avoir des cycles de settlement, par exemple, tous les 10 minutes, voire toutes les heures. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va utiliser donc, les fonds pour faire du trading à haute fréquence, mais la blockchain doit aussi être capable de traiter les volumes des investisseurs particuliers. Je peux donner un chiffre, en fait, quand on regarde au Luxembourg, on est autour de 15 millions de transactions par an sur l'ensemble des fonds, et donc c'est un volume déjà très important. En nombre d'assets, ça reflète quelque chose de très très important. Par contre, en nombre de transactions, on voit que c'est très faible. Par contre, à partir du moment qu'on amène par contre les clients retail
dans le registre, le volume des transactions va augmenter. Je peux vous donner un chiffre aujourd'hui, par exemple, sur Quorum, quelle est la vitesse à laquelle on peut traiter. Aujourd'hui, on peut traiter 600 transactions à la seconde et on a fait les tests, on peut très bien traiter 10 millions de transactions dans une journée. Donc vous voyez, donc, on a de la marge. Ces blockchains sont en train d'évoluer, c'est un peu comme les systèmes de base de données. Les blockchains qui sont là aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et surtout sur les blockchains privés, on n'a pas les minages, on n'a pas le coût de l'électricité. Donc on peut encore faire des efforts aussi sur la performance. Donc c'est encore des choses qui vont continuer. Donc aujourd'hui, l'industrie des fonds est assez parfaite pour l'utilisation de la blockchain parce qu'on a beaucoup d'acteurs. Donc le réseau est très intéressant, le volume des transactions est encore assez faible. Et quand on discutait, il y aura aussi beaucoup de blockchains qui vont faire ça. Il faudra un certain temps. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui en Europe, on est à 20 000 milliards d'assets sous gestion, avec la Suisse incluse. Donc si vous regardez ces volumes, il faut un certain temps pour pouvoir traiter tout ce volume sur une blockchain. Il y a le nombre d'acteurs qui sont là, donc il va falloir mettre un certain temps. Donc on est bien sûr concurrent, mais je pense qu'il y a de la place encore pour pas mal de concurrents pour traiter à ce niveau-là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on est dans un paradigme de changement, de digitalisation côté des distributeurs, les banques, les assurances aussi. Vous le voyez déjà un peu avec les néobanques qui arrivent pour les paiements. Et donc là aussi, il faut son temps pour faire ça. Et on a vu aussi les discussions tout à l'heure, quand on discutait sur la blockchain, qu'est-ce qui prend du temps? Eh bien, c'est tout cet écosystème, tous ces business models, toute cette nouveauté qu'il faut expérimenter, qu'il faut mettre en œuvre. Donc on est bien sûr capable aujourd'hui de traiter les fonds de manière classique, encore avec du Swift, même dans le blockchain pour le registre. Mais on doit être capable aussi d'amener ce blockchain et ces API dont on parlait jusqu'à l'investisseur pour qu'il puisse vraiment voter, voir en direct ce qu'il y a dans son portefeuille, avoir la valorisation directe, etc. Donc, il faudra un certain temps pour amener tous les clients sur le blockchain. Donc, on verra combien d'années chacun dans la salle aura des fonds qui seront dans le blockchain. Juste pour compléter, ouais, nous, aujourd'hui, effectivement, la volumétrie qu'on regarde, c'est tout ce qui est en dessous de 30 exécutions par jour, en moyenne. Donc, c'est vraiment pas du tout le haut du panier avec les HFT. Évidemment, ça va progresser au fur et à mesure des progrès de la blockchain. En même temps, il y a aussi des notions de modèle de marché. C'est-à-dire que typiquement, on est dans un modèle où il n'y a pas de double spend et on doit avoir les titres pour pouvoir les vendre. Typiquement, un HFT, il vend, il ne sait pas s'il les a, il les retrouve. Donc on voit bien qu'on est quand même sur une catégorie d'actifs, pas uniquement pour l'histoire de performance, mais même de modèle de marché, qui est bien adapté. Donc ça sera sans doute la dernière des dernières et on ne sait pas quand. Et vous parliez de train. Qui est-ce qui conduit le train? On n'a pas trop parlé de gouvernance. Alors, nous, c'est effectivement, quand on fait Pro et Blockchain, c'est un des sujets qui est très difficile à régler, c'est finalement qui est la gouvernance. Donc nous, effectivement, c'est un sujet que dès le départ, on a mis en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un board composé de différents actionnaires qui sont physiquement, qui ont des personnes qui les représentent. Et on a un board au business qui est très actif. C'est-à-dire qu'on a aussi cette dynamique où on a effectivement différentes sociétés de gestion avec des intérêts. C'est pour ça qu'on a fait le co-pétition, effectivement, et on fait très attention, nous, à ouvrir vraiment une solution de place, et donc d'avoir un board représentatif de sociétés de gestion. On a fait aussi le choix de ne pas aller en Irlande ou au Luxembourg, mais de rester en France et d'être régulé. Donc là, on va pas reprocher à la Bourse du Luxembourg de rester au Luxembourg, quand même. C'est un choix. Et donc justement, c'est aussi qu'on s'inscrit avec les autorités. Donc nous, on a fait un dépôt de dossier d'agrément pour être entreprise d'investissement, RTO, et pouvoir se passeporter en Europe pour justement rassurer et avoir effectivement, non seulement on a des pilotes dans l'avion, mais on a aussi des contrôleurs aériens aujourd'hui qui peuvent nous surveiller pour effectivement ajouter de la confiance au-delà de la technologie blockchain. Le Luxembourg veut répondre peut-être. Oui, alors juste pour dire, nos principaux actionnaires sont des grandes banques françaises, donc je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je crois qu'il y a KCI, SGSS, BP2S. Voilà, BNP, exactement. Donc en fait, je suis tout à fait d'accord sur ce point. En fait, l'élément blockchain, c'est vraiment l'idée d'un consortium. Donc en fait, quand on crée une société, il faut bien qu'à un moment donné, on investisse pour le réaliser. Donc on a des investisseurs qui ont des intérêts. Mais il faut aussi prendre les clients à bord. Donc en fait, il faut vraiment avoir des comités avec les clients pour déterminer les standards et mettre en œuvre les choses qui sont nécessaires pour le marché. D'abord pour écouter le marché, pour savoir ce qu'ils veulent, mais aussi pour avoir une bonne gouvernance à ce niveau-là. Et là, je ferai un peu l'analogie avec la blockchain publique, où vous voyez un petit problème de ce côté-là. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'Ethereum ou Bitcoin, on a un peu cette impression que c'est un écosystème qui a été lancé et qui après vit tout seul.
En fait, ce n'est pas une réalité. Vous avez vu en fait le nombre de fois en fait qu'il y a des problèmes sur le blockchain, puisque ça peut arriver. Il y a des erreurs de protocole et autres qui sont arrivées. On a eu les problèmes avec la DApp qui est arrivée. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On change le protocole carrément de la blockchain. Qui a décidé de ça? C'est certainement pas ceux qui étaient investisseurs. Ce sont les développeurs qui se mettent autour de la table qui décident. Alors, est-ce que c'est suffisant que ce soit des développeurs qui prennent ce genre de décision avec, par exemple, toute la finance qui travaille sur sa blockchain? À mon avis, il vaut mieux à ce moment-là maîtriser un peu plus les choses et avoir un consortium. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'est que dans la représentation. Les tokens ne sont qu'une représentation. D'ailleurs, un token est un registre, hein, donc il faut bien le comprendre. Le token lui-même, c'est un registre. Ether, en fait, c'est un registre. Et donc, en fait, il faut derrière, quelque part, une réalité entre ce token et la réalité de cet investissement. Ben, cet investissement, c'est les portefeuilles qui sont dans les banques dépositaires, qui ont été investis réellement. Donc, tous les tokens représentent quelque chose de concret. On revient à la loi et il y a plein de sujets qu'il faut traiter. Si vous avez un investisseur qui est décédé, ben, il faut traiter aussi la possibilité de récupérer à un moment donné ces titres, de les donner aux personnes qui vont les récupérer par la suite. Donc il y a tout un travail qui est nécessaire d'être fait. Vous pouvez avoir des enquêtes pour bloquer du capital. Donc vous avez plein d'éléments qu'il faut avoir en place pour pouvoir respecter la loi. Et donc ça veut dire que ça aussi, il faut l'intégrer. Donc ça, aujourd'hui, c'est plus facile dans les blockchains privées. Ça viendra aussi dans les blockchains publiques. Vous allez voir que tous ces systèmes vont aussi s'intégrer à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci à tous.